connaissent pas le film qui sera projeté, faire un aller-retour. Enfin, je crois que ce serait bien de le faire comme ça et quand même de manger. Mais tout nous contribuera dans le fonctionnement. Voilà. Bon, mon exposé s'appelle Barès ou la nationalisation du paysage. Donc c'est vraiment du coq à l'âne, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est dit jusqu'à présent. Mais ça c'est la faute de Jean-Louis, puisque le principe de ces colloques c'est de réunir ses amis. Et comme des amis il en a de moins en moins, et comme ses amis ne poussent quand même pas la bonté jusqu'à travailler sur les mêmes sujets, moi-même d'ailleurs je ne sais pas exactement sur quoi je travaille, donc tout ça fait que on a des coq à l'âne comme ça. Donc je vais vous parler de Barès. Comme vous le savez, on ne lit plus tellement, j'imagine, à commencer par vous, on ne lit plus beaucoup Barès aujourd'hui, pas sans motif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait aucun intérêt à s'y replonger occasionnellement. Et c'est ce que je vais essayer de montrer, donc en vous proposant une lecture d'un roman de Barès qui s'appelle Colette Baudoche, B-A-U-D-O-C-H-E, virgule, Histoire d'une jeune fille de Metz. Donc, en rapport, j'ai pris ce roman puisqu'on peut trouver un certain rapport quand même avec l'intitulé du colloque. Ce roman a été publié par Barès en 1909, donc peu d'années avant le grand cataclysme, dont d'ailleurs on ne peut pas dire que le roman de Barès véhicule le pressentiment. On pourrait penser donc que le souvenir de ce roman est passé au perte et profit de la Grande Guerre, tant, vous allez le voir, la fable kitsch que ce roman présente a été balayée par la tempête qui a soufflé sur l'Europe entre 1914 et 1918. Mais les choses en réalité sont un peu plus compliquées. Par exemple, le fameux Silence de la mer de Vercors, publié clandestinement par les éditions de Minuit en 1941, est très explicitement une réponse au roman de Barès, dont il emprunte d'ailleurs en gros la trame narrative. Et le film, donc moyen-métrage, de Stroh et Villet, Lothringen, Lorraine en allemand, de 1994, est explicitement, oui, une libre adaptation de Colette Baudoche. Donc, sous l'oubli littéraire, vous avez le cheminement d'une mémoire souterraine, qui est celle même d'ailleurs des complexités équivoques de la relation franco-allemande. L'histoire est simple. Colette Baudoche et sa grand-mère, Lorraine de Souche, vivent à Metz, au temps de l'annexion de la province par l'Allemagne suite à la défaite de 1870, la défaite française. Elles sont conduites par la nécessité économique à prendre en pension un professeur allemand venu de Königsberg, lui venu pour prendre part à la germanisation de l'enseignement dans la Lorraine annexée. Il s'appelle le docteur Frédéric Asmus. Il est tout imbu des préjugés du vainqueur au début, mais rapidement, attiré par la fraîche simplicité de la jeune Colette, impressionné par l'inébranlable patriotisme des deux femmes, le professeur et occupant va subir l'ascendant de l'occupé et se dégrossir à son contact. Ses mœurs vont s'adoucir, il va tomber sous le charme du tempérament et du paysage lorrain, et bref, voici donc le colonisateur captivé par le colonisé. À la fin, ayant rompu ses fiançailles avec la Valkyrie teutonne, je cite, auprès de laquelle il s'était engagé à Königsberg avant de partir pour la Lorraine, il demande la main de Colette. Mais celle-ci, même si elle n'est pas tout à fait insensible à sa gentillesse et à ses efforts pour se rapprocher de l'âme lorraine, celle-ci refuse dans un sursaut patriotique. Il y a entre elle et lui tous ces morts qui lui interdisent de conclure avec l'occupant une fausse paix matrimoniale. Ce qui constitue donc le trait proprement barétien dans ce roman, comme dans d'autres, c'est l'application et la constance avec laquelle la fable est enracinée dans une topographie. Là, je suis quand même mis en rapport avec une topographie reconduite à la terre, au lieu, à l'espace et au paysage. Ce que donc l'ennemi ne saurait s'approprier, ce qui échappe résolument à ses prises, c'est cette géographie habitée. Car chaque monument, chaque colline, chaque vignoble, chaque village porte la marque d'un génie autochtone qui résiste à son emprise
et auquel, en tant qu'étranger, semi-barbare venu de l'Est, il ne saurait être, d'emblée du moins, sensible. En ce sens, décrire un paysage de la Lorraine occupée, évoquer Metz et ses monuments, c'est déjà faire une profession de foi patriotique et résister à l'occupation. Ainsi, donc, cette phrase sur laquelle s'ouvre le roman, qui dit ceci: « Il n'y a pas de ville qui se fasse mieux aimer que Metz. Un Messin français à qui l'on rappelle sa cathédrale, l'esplanade, les rues étroites aux noms familiers, la Moselle au pied des remparts et les villages disséminés sur les collines s'attendent. » Fin de citation. Ou bien encore, dans ce passage tout à fait exemplaire de ce style classique, mièvre, facile, qui est un style de guide touristique patriotique, dont dit Baedeker, donc si vous voulez, on entend ceci, on lit ceci: « Depuis l'esplanade, on devine, sous un siège nuageux, 12 villages vignerons, baignés ou mirés dans la Moselle, et qui nous caressent, comme elle, par la douceur mouillée de leur nom. Si, qui donne le premier de nos vins, Rosérieul, où chaque maison possède sa vigne, Wapi, le pays des fraises, Lori, que ces mirabelles enrichissent, tous chargés d'arbres à fruits qui semblent les abriter et les aimer. » Fin de citation. Donc Éden, Éden à l'est, et où tout l'atteste. Ici, c'est la France. Un espace et un paysage où chaque détail a valeur de signature patriotique. Tu pleures pas encore? Pas encore. Ce qui est intéressant dans la conception barrésienne du paysage, donc telle qu'elle se présente dans ce roman, c'est qu'elle abolit radicalement l'opposition traditionnelle entre l'espace et le temps. Ceci dans la mesure même où un paysage, pour Barrès, c'est avant tout un dépôt d'histoire et de civilisation, c'est-à-dire un lieu à la fois d'exposition et de décantation, de stratification d'un passé, en tant que celui-ci est l'œuvre et la marque spécifique d'une communauté. Cette notion du topos comme espace d'inscription d'une singularité historique et culturelle va s'énoncer très distinctement dans ce passage que je vais vous citer, où Barrès entend montrer comment la présence allemande défigure le paysage messin et celui de la région. Je cite: « Ce paysage était épuré, décanté, je voudrais dire spiritualisé. Ils, c'est-à-dire les occupants, le troublent, le surchargent, l'encombrent, ils y versent une lie. » Fin de citation. Et ainsi, en recourant à un procédé qu'on pourrait définir comme proto-cinématographique, Barrès va nous livrer une description de Metz, je cite, reconstruite à l'allemande et selon les besoins du vainqueur. Fin de citation. Une description donc comme filmée d'avion en surplomb, avec la gare et son style colossal. Il n'a pas mis le cas, mais l'esprit y est, le cœur y est. Et bref, écrit-il, je cite, on croit voir dans ce paysage urbain profané par l'invasion, figé en Saint-Doux, les folies d'architectes, d'étudiants architectes à la taverne d'Auerbach. L'occupation allemande de la Lorraine, c'est donc d'abord ça, une profanation du paysage, une surcharge grossière de ce qui en fait a une signature inimitable. Mais le paysage n'est pas inerte. Le paysage est un être vivant, il a une âme, et donc il se défend contre cet accaparement et ces défigurations. Il refait donc obstinément surface sous le grossier vernis teuton. Les vieilles parties de Metz, donc écrit Barrès, ceci nous ramène vers la France, et, citation à nouveau, là-bas, c'est le synonyme le plus fréquent de l'idéal. Fin de citation. Donc le locataire des Dames Baudoche, le docteur Asmus, n'est pas au fond un mauvais bougre. Il est disposé à tirer parti de son séjour à Metz pour perfectionner son français. Il est partisan par ailleurs d'une occupation tempérée, et il va se séparer de ceux qui préconisent une germanisation à outrance. Mais il n'en demeure pas moins un balourd, comme tous ceux de son espèce. Il s'habille à la mode de Königsberg, il se nourrit de bière et de charcuterie, il pose des questions indiscrètes aux Dames Baudoche, il prend la mouche si son petit déjeuner lui est servi avec 1 minute de retard.
Bref, il est, comme disent ces dames, je cite, un animal de la grosse espèce. Et ça n'est pas un hasard, c'est encore le paysage qui va être le meilleur révélateur, c'est-à-dire la meilleure surface de réfraction de ce déficit en matière de mœurs et de culture. Un dimanche matin, peu après son installation à Metz, Asmus s'en va faire une excursion à pied du côté du village de Sie, mentionné plus haut, avec quelques collègues allemands. Il chemine parmi les vignes et les vergers, il croise des paysans qui parlent français entre eux et s'étonne de ce que ces paysans parlent français entre eux. Il monte vers une terrasse d'où il découvre un riant panorama. Je cite. Devant eux s'étendait un paysage à la mesure humaine, vaste sans immensité, façonné et souple. Et près de sa rivière, Metz, toute plate au ras de la plaine, et que spiritualise le vaisseau de sa haute cathédrale. Cette fin de septembre est l'époque la plus charmante de la Lorraine. Peu de pluie, du vent rarement, une température stimulante et les vignes à la veille d'une joyeuse vendange. Ce matin-là, le ciel, les miroirs d'eau, les prairies composaient un de ces paysages d'automne lorrain où les couleurs les plus éblouissantes d'argent et de vert s'harmonisent pour nous procurer un long repos de rêverie. Fin de citation. Et là, ça casse. Je reprends la citation. Ils, les professeurs allemands, n'en comprirent pas la délicatesse et s'accordèrent à proclamer qu'ils avaient, dans la vieille Allemagne, de plus grands paysages. De plus grands paysages. Et comme pour enfoncer le clou de ce trait grotesque, le narrateur va ajouter, sans doute de crainte qu'on n'ait pas bien compris, je cite, « Il manquait à ces jeunes gens, venus d'un ciel où la Valkyrie chevauche les nuages, d'avoir été élevés à sentir qu'il y a dans la simplicité de notre nature une suprême élégance. » C'est ça le kitsch paressien, façon de mettre les points sur les i, de charger. Bref, ce qui caractérise peut-être en premier lieu ces envahisseurs comme des barbares, même s'ils se conduisent dans la Lorraine annexée avec une certaine circonspection, c'est leur incapacité d'être sensible à ce qui, dans ce paysage, va témoigner de la présence vivante d'une vieille civilisation. Leur seul critère, c'est le grand, en tant que celui-ci est supposé témoigner de la puissance. Donc ils ne le méritent pas, ce paysage. Ils n'en méritent pas la beauté, ils n'en méritent pas la délicatesse. Ils ne méritent rien de tout ce qui, dans la dimension de l'impalpable, rend compte du génie du peuple qui l'habite. Cette belle unité que ce peuple compose avec son environnement, la colline sur laquelle s'est niché le village, le clocher qui émerge à l'horizon, la vigne qui descend en pente douce vers la rivière. Tout donc dans ce paysage va accuser la violence que lui fait subir la présence pesante, indiscrète, déplacée des Germains. Simplement, il se trouve que le docteur Frédéric Asmus, donc je l'ai dit, n'est pas entièrement taillé dans le bois dont est faite cette occupation imbudelle, aussi prussien soit-il. Une certaine forme de disponibilité ou d'ouverture de tempérament va progressivement le rendre sensible à l'urbanité des dames Beaudoche et à, dit Barès, l'agrément d'une certaine supériorité d'hygiène et de goût qu'ils rencontrent dans leur logis, à la douceur de l'eau bruissante et des voix traînantes qui parlent français. La rivière, l'eau, les voix, c'est tout un, c'est la même chose. Évidemment, il ne sait pas encore distinguer les âmes du pays messin, mais quelque chose en lui commence à être affecté par cet environnement, où, je cite, « l'harmonie des objets matériels avec leur sens moral est parfaite ». Donc vous voyez bien, c'est doucement, mais sûrement, la fable antique qui revient. Le colonisateur romain, c'est-à-dire prussien, est captivé, c'est-à-dire civilisé, à son corps défendant par le colonisé grec, c'est-à-dire lorrain. Et ce sont les dames Beaudoche qui vont être ses guides, qui vont l'initier à cette civilisation lorraine dont il ignore les fondements et dont les subtilités le dépassent. Elles vont donc lui exposer, avec autant de fermeté que de délicatesse, tout le tort que cause à leur pays l'occupation dont il est l'un des agents.
Mieux que cela, elles entreprennent de le convertir au principe de cette grande civilisation. Et le voici donc transformé de maître qu'il était en disciple. Citation. Vous anéantissez, lui disent ses interlocutrices, vous anéantissez des aspects qui sont liés à toutes nos vénérations. Vous coupez les arbres et comblez les puits de notre Lorraine morale. Et les formes que vous construisez, nous n'y avons pas de place. Monsieur Asmus, enchaîne le narrateur, écoutait bouche bée, comme il aurait suivi le cours de quelques maîtres autorisés. Il entrevoyait une civilisation nouvelle pour lui et toute fière. Donc tout va se tenir à partir de ce moment-là, en même temps qu'elle corrige ses fautes d'accent et de grammaire, en même temps qu'elle dégrossisse ses mœurs de table, les dames baudoches apprennent aux Prussiens à voir la Lorraine. Ceci notamment au fil de leurs promenades dominicales et dans leurs étapes dans les villages, dans les auberges de village. C'est à des principes de civilisation qu'il est initié en bloc. Donc chez Barrès, on le voit bien, l'histoire et la géographie font bloc. Il y a cette présence vivante des aïeux, cette fidélité aux morts, cet enracinement de l'identité propre dans le passé qui va empêcher à jamais Colette de se sentir allemande, de se voir en allemande. Mais cette dimension généalogique, elle est indissociable du lien à la terre, de l'enracinement dans le terroir. Un enracinement qui va s'attester par la capacité de se situer dans l'environnement et de voir un paysage. Double enracinement. Bon. Si bien qu'on pourrait parler, d'ailleurs, à propos de Barrès, d'une sorte de patriotisme écologique, d'un écolo-patriotisme lorrain. Lorrain, plus que français à proprement parler, puisque c'est ici vraiment le petit pays d'abord, Heimat en allemand d'ailleurs, et la nation seulement ensuite. Si donc quelque chose, j'y reviendrai tout à la fin, devait survivre à la débâcle du kitsch barrésien, ça serait peut-être cet élément. L'invention du paysage comme motif identitaire, comme motif patriotique, comme économie morale, et ceci dans sa relation indéfectible à une histoire partagée. Cette idée que vous va retrouver dans le film des Straub, que non seulement un paysage a une histoire, mais qu'il est histoire. Le paysage est histoire. Il est tout simplement un autre visage animé de l'histoire avec majuscule. Donc on continue. L'inclination qui porte le professeur vers Colette va l'aider à se rapprocher de l'esprit de ces lieux, où il demeure un intrus, un immigré, dit le narrateur. Elle va l'aider à secouer, je cite, le fatras poussiéreux qui surcharge les greniers de son esprit. Ainsi, lorsque de retour d'une visite qu'il a faite à Nancy, donc dans l'autre partie de la Lorraine, demeurée française et qu'il a laissé absolument émerveiller, la place Stanislas, tout ça, il trouve Metz tout animé de la récente décision prise par l'autorité locale de supprimer l'enseignement du français dans les écoles de 4 villages. Une décision qui scandalise la population locale et dont se réjouissent ses collègues allemands. Et il va se séparer d'eux sur ce point-là, soutenant que, je cite, « détruire la langue française en Lorraine, c'est bel et bien détruire des intelligences ». Mais il va faire mieux encore. Il va s'immerger dans ce paysage où se trouve tout entière sertie, contenue, la vérité irrécusable de ce petit pays. Il va aller de village en village, il va entrer dans les maisons, il va parler avec les gens afin de vérifier leur enracinement dans la langue, la culture et dans le tempérament français. Il découvre, je cite, la campagne autour de Metz, infiniment chargée, nuancée, pétrie par la culture, par les hommes, par des siècles de grande histoire et d'obscure activité. Et tout ceci va affecter, va impressionner notre Prussien, qui se voit déambulant au milieu, je cite, d'un noble tableau de Poussin. Il découvre aussi ce qu'est la qualité morale d'un paysage, pour autant que la beauté de celui-ci, la beauté ici par opposition au pittoresque, renvoie toujours à la qualité de la race qui le peuple. Donc ayant esquissé une comparaison qu'on peut trouver un peu audacieuse entre cette campagne lorraine et la Toscane,
le narrateur va préciser ceci. Je cite, « Toutefois, l'Arnaud toscan n'a pas la noblesse fière, la chasteté de notre rivière, quand les saules courbés par le vent se penchent sur elle, qui fuit dans les prairies sombres. Et les larges couleurs profondes que notre terre prend parfois le soir s'accordent avec les vertus éprouvées et calmes de notre nation. » Fin de citation. Donc ce que va découvrir Erasmus, ce à quoi il est appelé finalement à se convertir, c'est, je dirais, l'immémorial. L'immémorial qui gît au fond d'un paysage, l'immuable, ce qui, en dépit des soubresauts, des violences de l'histoire, va persévérer dans son être. Ces villages qui, je cite encore, tout gris sous des toits rouges, n'ont pas changé depuis des siècles. L'immémorial qui se dévoile dans ce paysage, avec l'inévitable sorte de mélancolie qui l'atteste, cet immémorial va déceler ce Prussien de son socle nationaliste, germaniste, quand bien même il ne serait pas, bien sûr, en mesure de recueillir la meilleure part de l'héritage qui s'y attache. Je cite encore, « Avec quelle avidité, en marchant seul dans la campagne, il regarde, écoute, admire ce qui naît spontanément du sol. Comme il se réjouit d'avoir tant d'inconnus à approfondir. La place Stanislas, donc à Nancy, lui a délivré, épuré l'esprit. Cette campagne, Messine, lui émeut le cœur. » Fin de citation. Cette campagne recèle donc des puissances insoupçonnées. Elle fait son éducation sentimentale, morale, culturelle, historique. Et là, je vais politiser un peu. Car en effet, quand on arrive à ce point-là, on voit bien que la fable du roman patriotique de Barrès se trouve à deux doigts de se retourner, de se renverser en son contraire. C'est-à-dire en quoi, c'est bien clair, en éloge de l'interculturalité franco-allemande, donc avec un beau demi-siècle d'avance, en effaçant sur l'ardoise magique de l'histoire les deux guerres mondiales. Écoutons par exemple cette phrase qui nous conduit juste sur le bord de ce renversement. Je cite, « Il y a des petits villages isolés au milieu des espaces ruraux qui le soir, à l'heure où l'on voit rentrer les bêtes et les gens, m'apparaissent comme des gaufriers, des gaufriers. » Tout à l'heure, on va revenir les gaufriers. Barrès a un problème avec les gaufres, on ne sait pas. Et je crois que tout être, fût-il barbare prussien, soumis à leur action patiente et persistante, y deviendrait lentement lorrain. Et Barrès donc d'insister sur la force d'attraction irrésistible de ce paysage. L'activité de ceux qui l'ont façonné s'est faite, je cite, « ce groupe de maisons, ce clocher, cet abreuvoir, cette école, qu'entourent les champs bigarrés de couleurs et de formes, si l'on veut entrer dans cette communauté, je dis, dans cette communauté, on y vient nécessairement à se conduire et à penser comme ont fait les prédécesseurs. C'est un jardin de paradis où l'homme de la Prusse orientale ne songe pas à le nier. » Donc voilà, il tombe amoureux de ce paysage et de ceux qui l'habitent. Je cite encore, « Il reconnaît les vieilles Lorraines sous leur bonnet gaufré, donc non pas une âme meilleure et plus limpide, il reconnaît, pardon, chez les vieilles Lorraines, non pas une âme meilleure et plus limpide que l'âme des vieilles mamans allemandes, mais une vive et saine malice. Il aime avoir les charmantes figures, déjà militaires, des enfants de 14 ans, auprès des figures paisibles et claires de leurs grands-parents. Il écoute avec un plaisir de sympathie, ça et là, dans les chants mêlés aux mots que les paysans disent aux chevaux, l'accent railleur et gentil des jeunes filles, etc., etc. Bon, voilà, je vois qu'il y a trop de citations. Et donc, je passe à la fin de la citation. Le jeune Germain voit naître dans son esprit une parenté avec les gens qui façonnèrent cette campagne. Donc, comme on le voit très clairement ici, toutes les conditions culturelles sont remplies pour que ces marches, ces espaces interstitiels, ces paysages capables de captiver le cœur d'un natif de la lointaine Königsberg, deviennent le théâtre de la rencontre des deux civilisations.
et même mieux de leur amalgame, comme c'est bien le cas aujourd'hui, dans tous les espaces transfrontaliers de l'Alsace et de la Lorraine. Mais, et c'est là que la politique vient, il se trouve que cette belle fable, elle est surplombée, comme dans la tragédie grecque, par le décret d'une puissance divine dont l'élément est la démesure. Ici, la concurrence des États-nations. Hubris et Némésis vont donc aller en bateau. Et quelques millions de morts français et allemands plus loin, eh bien, enfin, les rues de Strasbourg vont pouvoir être envahies, entre guillemets, par les touristes allemands tous les week-ends en été, sans que même les Barès d'aujourd'hui, c'est-à-dire M. Montebourg, M. Chevènement, etc., n'y puissent voir un grand malheur. Ça fait marcher le commerce. L'impardonnable, donc, dans le roman de Barès, se situe ici précisément, dans la volte-face de celui qui, après avoir écrit les lignes que je viens de lire, va se faire l'agent féroce de la némésis historique, de l'histoire comme idole cannibale, en interdisant à Colette de céder à son penchant pour ce bon bougre de Frédéric Asmus. Et on se rappellera ici, à bon escient, que le 13 mai 1921, à l'occasion d'un procès solennel monté par Dada et les surréalistes, Barès a été accusé, à bon escient, et au vu de la catastrophe échue, et au vu de sa part prise dans la catastrophe échue, accusé de crime contre la sûreté de l'esprit. Donc je vais vers l'inexorable conclusion. D'étroites, quand même que vous sachiez la fin de l'histoire, quoi. D'étroites correspondances vont s'établir dans le cœur du jeune professeur entre ce que lui dévoile le paysage lorrain et ce qu'il découvre sur le visage de la jeune Colette. Je cite, son émotion, qui cherche un objet vivant, se rassemble sur la jeune Messine. Il songe qu'après une averse, en été, la lumière sur les prairies a la jeune noblesse du regard de Colette, émue des malheurs de sa nation. Fin de citation. Le visage de Colette est donc un paysage qui porte les marques douloureuses de l'histoire, comme la campagne lorraine qu'il parcourt en compagnie de ses hôtesses, et où il découvre comme autant d'affreuses cicatrices défigurant la gracieuse civilisation lorraine. Il découvre donc les souvenirs des tragédies franco-allemandes, le plateau de Gravelotte, les châteaux lorrains tombés aux mains des Allemands, et défigurés bien sûr par les rénovations intempestives. Il entend les dames Baudoche lui raconter comment, en septembre 1872, cette riante campagne a été parcourue par des colonnes ininterrompues de réfugiés qui, refusant de devenir allemands, abandonnaient tout pour passer en Lorraine française. Donc, placé à si bonne école, il va basculer inexorablement du côté de la civilisation la plus raffinée, celle qui lui enseignait à se tenir à table. Il va apprendre à identifier dans ce pays cette unité de style qui en fait donc cette Grèce nouvelle. Il va comparer, évidemment, cette civilisation raffinée à celle dont il est issu et qui est si mal dégrossie. Il va se quereller à ce propos avec ses collègues pan-germanistes. Et enfin, note le narrateur avec finesse, il compare cette petite Colette au Gretchen de chez lui. Donc, ayant rompu ses fiançailles avec sa promise du Grand Est, il s'aventure à tenter d'embrasser Colette, qui feint de s'en indigner, mais qui serait bien prête de se laisser tenter, elle aussi, et qui s'interroge, je cite, après 35 ans d'occupation, est-il excusable d'épouser un Allemand? Et puis, après avoir balancé pendant un mois, Colette se ressaisit, elle tranche, elle, je cite, reconnaît l'impossibilité de transiger avec ces morts qui sont là, présents. Entre M. Asmus et elle, citation encore, ce n'est pas une question personnelle, mais une question française. Donc, l'ayant dûment convoqué, elle lui fait cette solennelle déclaration. Monsieur le docteur, je ne peux vous épouser. Je vous estime, je vous garderai une grande amitié, je vous remercie pour le bien que vous pensez de nous, ne m'en veuillez pas. Et le narrateur ajoute ici, le Prussien s'incline sèchement et s'éloigne, il va réfléchir des mois et des mois pour savoir s'il doit admirer ou détester cette réponse. Toujours cette fameuse lenteur d'esprit du Prussien. Conclusion, vraie conclusion.
Au fond, le coup de force du narrateur idéologique patriotique va donc consister à transformer in extremis le paysage qui tout au long du récit nous a été présenté comme le milieu de la conciliation, de l'apprivoisement de l'occupant, de l'adoucissement de ses mœurs, la condition d'une heureuse acculturation, transformer donc ce paysage en toute autre chose, une nécropole, un champ d'honneur, c'est-à-dire, pour Barrès, le lieu de mémoire de l'esprit de revanche. Un rêve funèbre et glorieux qui va se projeter vers l'avant, puisque c'est en effet ce qu'est devenu, et est encore en partie, ce paysage constellé des cimetières militaires et autres sites commémoratifs des grands carnages de la Première Guerre mondiale. Mémoire plus vivante que jamais, puisque, à l'orée des commémorations du centenaire du commencement de la Grande Guerre, n'oubliez pas que l'an prochain, on va entrer là-dedans 4 ans, et qu'on va baigner dedans. Donc je dis mémoire plus vivante que jamais, puisqu'à l'orée de ces commémorations du centenaire, je suis ici bien fondé, moi, en vouloir personnellement à ce con de Barrès, d'avoir contribué par ses moyens propres à pourrir la vie de mes 2 grands-pères que j'ai connus, l'un et l'autre, qui, l'un et l'autre, se sont trouvés jetés dans cette tourbe sanglante, âgés d'à peine 20 ans, pendant 4 ans. Mais bon, puisque nous échoua ici ce que l'ex-chancelier Kohl appelait la grâce de la naissance tardive. Essayons donc, en surfant sur cette grâce de la naissance tardive, d'être équitable. Cet écrivain médiocre, incroyablement surestimé de son temps, et pour de mauvaises raisons, cet anti-Dreyfusard spasmodique, ce chauvin kitsch, pourrait peut-être ici, dans cette assemblée, être repêché in extremis, en appel, et ceci à la faveur d'un tout petit détail. Avec tous ces travers que je viens de mentionner là, il savait regarder un paysage. C'est un type qui savait regarder un paysage. Or, s'il est à notre époque une capacité qui se perd, et je l'observe tous les jours sur nos contemporains, c'est bien celle-ci. Or, le paysage, c'est, tout le monde le sait, ce qui nous donne accès à la vibration de l'être. Là où nos existences roulent constamment sous le fardeau des étangs. Ergo, donc, pour renchérir sur le jugement des surréalistes, Barrès est un con. Jean-Louis dit c'est un salaud en plus, mais bon, ça, je ne sais pas pourquoi s'il veut. Mais pour moi, Barrès, en régime surréaliste, Barrès est un con. Mais il demeure constant que nous pouvons parfois tirer quelques bénéfices de la fréquentation d'un con, voire de plusieurs. Avant d'ouvrir quand même un peu aux questions, aux remarques, merci Alain, je voudrais juste préciser que je suis germain de tendance alsacien, bon, que les correspondances ne sont pas tout à fait les mêmes, quoique je suis aussi un adepte de l'observation du paysage, et nous pourrions en parler longtemps. Je me demandais ce que Barrès penserait du nouveau Beaubourg à Metz, qui est quand même une espèce d'esplanade qui est fabriquée par rapport à la gare, hein, et avec un passage, on passerait du 19e ou du 19e siècle vers notre siècle actuel. Voilà, il y a quand même là des correspondances qu'on pourrait noter. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que quelqu'un a des remarques à faire sur les 3 interventions? On devait le faire successivement, on n'a pas eu le temps, mais je crois que c'est quand même bien qu'on ait un certain nombre de choses. Moi j'ai noté, je vais juste le dire avant de vous donner la parole, mais Georges, quand tu as parlé de ce japonais avec la projection, hein, tu as évoqué l'histoire du vaisseau spatial. Au même moment, on a Tony Oursler, qui est un artiste plasticien, qui projette des vidéos sur des poupées comme ça, informes. Et je pense que là, effectivement, la question de la peau, de la porosité de la membrane, elle joue absolument, hein, de la membrane des arts plastiques vers l'architecture. Je crois que c'est assez évident. Tu n'as pas évoqué le prototypage, qui est quand même devenu... Enfin, tu l'as un peu suggéré, mais c'est
c'est aussi dans la question du design, la question architecturale et la question plastique, la question du geste. Enfin, on est quand même dans des choses... J'avais l'impression quand même qu'on a dans cette matinée, en même temps, la compréhension des enjeux entre toi, Jean-Louis Deshottes, du numérique. Moi, j'ai toujours une petite difficulté à parler d'un art numérique. Je continue de penser, même si ça change les modalités d'inscription, de perception, il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre ça, ce monde dans lequel nous sommes et nous entrons, et quand même l'autre qui persiste, version de ce que vient de nous dire Alain Brossat. Et je crois qu'on ne peut pas, c'est pour ça que j'avais commencé par vous dire, je ne voudrais pas qu'on oublie la question du voir, c'est-à-dire comment nous percevons les choses. Alors c'est pas pour dire qu'il y a une perception ancienne, réactionnaire, etc., mais parce qu'elle reste présente. Et Jean-Louis l'a dit aussi, d'ailleurs, l'utilisation du terme de crypte numérique, c'est quand même un sacré terme, hein. Je veux dire, c'est en même temps funéraire, d'emblée, et c'est en même temps le numérique, et alors toujours par rapport à Georges, quand il projette ces labyrinthes avec de la vidéo, moi je pense aux années 60, avec les light shows, dans les spectacles psychédéliques, où la coïncidence entre le LSD et la lumière est de même nature pour faire oublier précisément les murs. Et on est en 60. Donc je crois qu'il y a quand même des choses là que peut-être qu'il faut considérer dans l'histoire, et que le tout numérique ne résoudra pas, à mon avis. Voilà. Je vous donne... Ça c'est le sujet d'Alessandra demain. Elle va parler justement de ces environnements. Ok, j'anticipe. Bien, est-ce que quelqu'un veut faire une remarque? Jean-François? Oui, ça, je voudrais rebondir sur ton idée de crypte. Il y a un Larsen, quelque part. Un peu désagréable. C'est un Larsen numérique. Un Larsen numérique, oui, certainement. C'est un feedback. Un retour, on dit en français. Mais moi, je ne suis pas français. Non, c'est pour faire une annotation barétienne. On a beaucoup parlé d'écran dans l'intervention de Georges tout à l'heure. Pour moi, c'est les écrans de fumée. Et c'est vrai qu'ils sont très très nombreux, mais en fait, ils cachent les caméras qui nous regardent tout le temps. Et ça, je ne voudrais pas qu'on les oublie. Voilà, c'était juste une petite intervention. Derrière les écrans que nous regardons, il y a aussi des caméras qui nous regardent, qui nous surveillent. C'est tout. Il n'y a pas de réponse nécessaire. Non, on enregistre. Je peux rendre le micro et c'est vrai, mais il faut vivre avec. Je connais des artistes qui se mettent devant les caméras de... Je peux répondre? Oui, bien sûr. Il y a des artistes qui ont travaillé justement sur les caméras qui nous observent, en réalité. Peter Campus ou des gens comme ça. Oui. J'aime beaucoup celui qui se mettait devant les vitrines très commerciaux, avec une pancarte, donc devant la caméra, et la pancarte qui avait écrit en anglais « You are being observed, you are observed ». Vous êtes observé. Donc, il y avait un retour en miroir du fait de l'observation. Donc vous avez parfaitement raison. Oui, nous sommes continuellement observés, il n'y a plus de vie privée, etc. Mais ça, c'est un autre thème, c'est un autre sujet. Disons que c'est un des paradigmes d'aujourd'hui. La surveillance, c'est le paradigme foucaldien ou post-foucaldien, notre monde comme un grand panoptique. Et je pense que ça fait partie de la réalité. En même temps, ce n'est pas la seule. Comme disait d'ailleurs Jean-Louis, les appareils coexistent. Donc quand le panoptique de Foucault a été inventé, et Foucault a été celui qui l'a décrit parfaitement, il y a des gens ensuite qui ont dit, et ils avaient raison, « Ah oui, mais la société d'aujourd'hui, elle a évolué, elle est plus panoptique, etc. » Non, c'est Jean-Louis qui a raison. Le panoptique ne disparaît jamais complètement.
Parce que c'est une invention et nous sommes dans une société qui est aussi politique. Il y a une espèce de coprésence des appareils. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que je veux dire, mais dans ce cas-là, nous sommes aussi dans une société de surveillance et